Si Ngouabi n'était pas naïf, il n'aurait pas laissé faire pour mettre en place l'obimitrie, qui, elle, obimitrie, la première victime a été lui-même Marien Ngouabi. Parce que personne n'oublie, mieux vaut sacrifier un couillou que perdre le pouvoir. Cela a été dit haut et fort. Et entendu. Et cela a été entendu. Et ces frustrations existent jusqu'aujourd'hui. Et aussi forte entre la tribu Kouyou et la tribu Mboshi. Les Kouyou n'oublieront jamais, jamais, jamais ce qu'on a fait à Marien Ngouabi et jamais ce qu'on a fait à Anga. À Pierre Anga surtout, oui, oui, absolument. Si Marien Ngouabi a été assassiné seul, mais pour le cas de Anga, il y a beaucoup de victimes innocentes qui sont tombées à Ikonongo et à Ouando. Donc ce sont des frustrations qu'il faudra gérer un jour, comme avec les frustrations et les crimes au niveau de la région du Poul. Ça, ce sont des frustrations qu'il faudra expliquer. Parce qu'il ne peut pas y avoir de paix s'il n'y a pas de justice. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Une fois de plus, nous vous remercions d'être fidèles à nos productions à TLR TV. Je suis Georges Goma pour vous présenter Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Dans une série d'émissions que nous avons amorcées ici sur l'histoire du Congo-Brazzaville et entendu l'histoire politique fondamentalement, avec le docteur Alex Nzabana Ibaka, qui nous a apporté déjà des lumières extraordinaires sur la première législature du Congo-Brazzaville avec l'abbé Fulbert Youlou, le controversé abbé président Fulbert Youlou, qui est resté au pouvoir de 1959 à 1963, un président controversé, comme beaucoup l'ont écrit. Le président à la soutane Christian Dior, on l'a vu, et qu'au moment de la crise qui a précipité son départ, l'aide qu'il avait demandée au général de Gaulle n'a pas été, n'est-ce pas, acquise. Le couple de Gaulle l'ayant traité comme beaucoup de Congolais le savent maintenant, mais ce n'est pas le plus important. Et la deuxième législature, de toutes les façons, de Massamba Deba, qui lui succède en 1963, après ce qu'on appelait la révolution, n'est-ce pas, congolaise de 13, 14 et 15 août 1963, la crise, évidemment, qui est apparue à ce moment-là. Et on sait très bien que Moutsaka et Mounzabakani, qui ont appelé Massamba Deba à s'installer au pouvoir,
s'est suivi ensuite toute une période aussi de remise en place politique, et notamment sur le plan idéologique. Vous savez très bien, je l'ai mentionné tantôt, l'abbé Fulbert Yulu est un libéral dans l'âme. Il était libéral dans l'âme, foncièrement anticommuniste. Son séjour aux États-Unis était très, très, très marquant dans cette perspective-là. Et quand Massamba Deba arrive au pouvoir, évidemment, on change d'orientation politique, on tourne le dos au libéralisme économique et on embrasse le socialisme que Massamba Deba avait défini comme étant un socialisme bantou, certainement pour l'acclimater, n'est-ce pas, au contexte purement congolais. Bon, qu'à cela ne tienne, Massamba Deba a embrassé, n'est-ce pas, les pays communistes, les pays socialistes, et notamment avec la Chine populaire. La Chine populaire qui a mis en place le tissu industriel au Congo-Brazzaville. On ne va pas faire, n'est-ce pas, l'énumération des entreprises qui ont été implantées à ce moment-là. Nous le savons très bien, même si ces entreprises ont été démantelées, n'est-ce pas, les unes après les autres, par des personnalités politiques dûment identifiées que nous allons voir avec le docteur Nzabana. Alors, on arrive aux années 1968, une année de grande turbulence encore au Congo-Brazzaville, qui a commencé d'avoir vers les années 1966. De toutes les façons, le jeune Marien Ngouabi est rentré de France, s'est installé, s'est engagé en politique, et puis M. Nzabada va nous expliquer un peu cette période-là aussi, c'est-à-dire le contexte, la perte de pouvoir de Alphonse Massamba Deba et l'avènement, n'est-ce pas, d'une autre législature, la troisième, commandant Marien Ngouabi, enfin, le capitaine Marien Ngouabi, au moment où, évidemment, ces événements prennent place. Bonjour, docteur. Bonjour, Georges. Merci encore d'accepter notre invitation. J'ai fait une longue introduction. Ce n'est pas de ma faute. Il y a tellement de choses à dire. Alors, on va y aller là. La dernière fois, donc, nous avons parlé de la législature Massamba Deba. Et maintenant, on va parler de l'avènement au pouvoir de Marien Ngouabi. Alors, autour de l'année 1968, on va procéder comme on l'a fait jusque-là. Alors, qu'est-ce qui se passe du jeu politique de la présidence de la République? Quelles sont les forces en présence, docteur Nzabana Ibaka? Merci beaucoup. Au 31 juillet 1968, il y avait 3 forces en présence. Mm-hmm. Il y avait la défense civile, oui, que dirigeait Ange Diawara Bidje, et la présidence de la GMNR. Il y avait ce qu'on a appelé les intellectuels révolutionnaires qui étaient arrivés. Donc, il y avait les Noumazalaï, les Lissouba Pascal, avec les Justin Lekunzu, les Mungungangila, et puis il y a eu l'intrusion des officiers militaires dirigés par Ngouabi. OK. Et tous étaient dans le même groupe. Tous étaient dans le même groupe. Non, 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 non. Ah non, 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 non. D'accord. Ils avaient, chaque groupe avait son leader. Ah d'accord. Et ils ont donc créé, à partir du 31 juillet, ce qu'on appelait la triple alliance. OK. Défense civile, intellectuels et révolutionnaires et officiers progressistes. C'est comme ça qu'on les appelait. Déjà à l'époque, nos camarades de l'UPC avaient fait une analyse que c'était un groupe hétéroclite. Mm-hmm. Et chemin faisant,
le clou du pouvoir de Ngouabi, c'est à partir du 31 décembre 1969 avec la création du PCT. Ah, 69. Mais le 31 décembre, il y a le 31 décembre 68 déjà. C'est quoi le 31 décembre 68? Et tu parles là du 31 décembre 69, donc un an après jour pour jour. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord au 31 décembre 68? Il faut donc revenir à partir du 31 juillet D'accord. 1968, lorsque les militaires prennent le pouvoir avec les deux autres groupes, ce qu'on appelait la Triple Alliance. Martin Madeba est toujours président de la République. Oui. Et au regard de la pratique du pouvoir, Massama Deba s'est senti frustré parce que on a commencé à lui retirer certaines prérogatives en tant que chef de l'État, président de la République, ce qu'il n'a pas supporté, et il remet sa démission en donnant le pouvoir entre les mains du secrétaire d'État à la Défense, Poignet. Augustin Poignet, oui. Donc, ça, c'est en juillet 68. Ça, c'était en septembre quand Massama Deba démissionne. Ah, d'accord, en septembre déjà, oui. Okay. Donc, Massama Deba parti, Ngouabi crée le CNR, le Comité national de la De la Révolution. Révolution, oui, c'est ça. Et comme les analystes politiques disaient qu'il fallait remettre la révolution dans les rails et qu'il manquait un parti marxiste-léniniste lié au peuple, donc aux travailleurs et aux paysans. C'est ce qui conduira au 31 décembre 1969 avec la mise en place, la création du PCT. D'accord. Mais il faut souligner que Marien Ngouabi, qu'on le veuille ou non, était un patriote. OK. Mais un patriote naïf. Ah, c'est fort ça. Expliquez-nous ça. Un patriote naïf. Naïveté par rapport à quoi? Quand je dis un patriote naïf, c'est parce qu'il n'avait aucun lien avec la classe ouvrière congolaise, ni avec les paysans congolais. Nous n'oublions pas que Ngouabi a servi dans l'armée coloniale française et qu'il a fait partie des contingents qui ont mené la guerre au Cameroun contre la guérilla de l'UPC. L'UPC, voilà, tout à fait, au Cameroun, avec les Oum et puis tous les autres. Voilà. Donc, quand je dis un patriote mais naïf, c'est parce qu'il n'avait aucun lien idéologique et politique avec l'orientation révolutionnaire et socialiste. Naïf parce qu'il pensait que autour de lui, tout le monde avait des diplômes et ce complexe l'a conduit en tant que président à s'inscrire à la faculté des sciences au département de physique. Et ce manquement en lui se fait ressentir de plus à la création du PCT. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Diawara Ange Bidje qui, pendant 2 jours, a conçu
écrit les statuts du PCT et le règlement intérieur. Pendant... Mais, docteur, mais vous parlez, Diawara, en 2 jours, écrit les statuts du PCT, ce qui veut dire que sur ce plan intellectuel, dans la faculté, la capacité à concevoir un texte soutenu qui fait office quand même d'un document aussi central comme celui-là, qu'est-ce qu'il avait comme formation Ange Diawara que Ngwabi n'avait pas? Et il vient d'où Ange Diawara, lui? Qu'est-ce qu'il a fait comme études? Il sort d'où? Mais ceux qui ont connu Ange Diawara savent que c'était un brillant garçon qui a eu son bac pour les mains, qui s'était inscrit à ce qu'on appelait à l'époque CESB, le Centre d'enseignement supérieur de Brazzaville, en sciences éco. Ah ouais? Ah d'accord. Et à l'époque, on faisait les 2 premières années à Brazzaville et ensuite, il fallait venir en France. Le cas de ces promotionnaires comme les Pungui, Ange-Édouard. Ange-Édouard Pungui, oui. Ange-Édouard, ils sont venus en France, mais Diawara a pensé, à tort ou à raison, que le diplôme, c'est bien, mais la conscience révolutionnaire, c'est ça qui fait de l'homme un homme. Et il a fait le choix de rester à Brazzaville. Donc, d'un point de vue de l'intelligence, je ne pense pas qu'il puisse avoir beaucoup de Congolais qui peuvent mettre en cause la capacité analytique de Ange Diawara. Voilà, c'est ça. La preuve en est, pendant 2 jours, il a conçu et écrit les statuts du PCT. Et pendant 2 nuits, Marien Ngwabi a fait le pied de grue chez Diawara. Ah ouais. Pour lire et avoir la primauté de ces textes, de statuts. D'accord. Donc, quand on crée le PCT... Mais attendez, docteur, c'est quand même important ce point-là. Bon, Marien Ngwabi cherchait à connaître. Il n'avait pas caché certainement ses limites là. Il n'avait pas caché ses limites. Et il cherchait à connaître. C'est plutôt une bonne attitude, non, pour une personne qui aspire, n'est-ce pas, à diriger un pays et qui est conscient de ses limites et qui met en place toute une démarche pour quand même remonter ses limites. Vous avez dit qu'il s'était inscrit à l'université et à sa mort, tout le monde sait très bien qu'il faisait un doctorat en énergie solaire après avoir fait la physique. C'est plutôt une bonne attitude, non? Mais c'est louable comme humilité. Mais moi, mon point de vue, c'est qu'on ne vient pas apprendre lorsqu'on est chef. Lorsqu'on est chef, c'est qu'on a la capacité de synthèse et la capacité d'analyse par rapport aux connaissances accumulées. Parce que sinon, c'est ce qui s'est passé avec Ngwabi. Tout un chacun venait lui dire ce qu'il fallait faire. Et n'ayant pas cette capacité d'analyse, donc de synthèse, il s'est laissé entraîner de gauche à droite. Jusqu'à ce que, lorsque le Parti congolais du travail s'installe, d'un point de vue de ses statuts, donc d'un point de vue théorique, les statuts du PCT, on n'avait rien à reprocher à ces statuts en tant que conception, mais c'est la pratique
qui a fait défaut. Et le choix des hommes qui devaient animer ce parti. La preuve en est, 2 ans après, Jawara s'est rendu compte qu'il était mis dans une coalition qui ne devait pas l'être, parce que les décisions qu'on prenait au niveau du comité central du PCT, si elles étaient en faveur de la population, la mise en place était systématiquement bloquée par la naissance d'une oligarchie bureaucratique, militaire et tribale qui s'est constituée autour de Marien Ngouabi. C'est quand... Qu'est-ce qui a, en fait, qu'est-ce qui l'a justifié, en fait? Qui en étaient les acteurs de la mise en place de cette Obumutri quand on a entendu parler de cela? Essayez de bien nous éclairer là-dessus. Mais l'Obumutri, mais c'est un groupe d'individus qui se retrouvent sur la base de la tribu pour bloquer le système politique qui était dirigé par le PCT. Et c'était qui? C'était qui? Comme je disais tantôt, Ngouabi était un patriote, mais naïf. Ah, d'accord. D'un côté, il avait la soif d'apprendre, mais d'un côté, il s'est laissé engluer par les sentiments d'appartenance régionale, tribale, que lui ont apporté ses camarades officiers, tels que Joachim Yombi Opango et Sassou Nguesso. Mais il y avait aussi Noumanzalaï, non? Pardon? Et Noumanzalaï, dans tout ça, il n'était pas de ce groupe-là? Ambroise Noumanzalaï. Noumanzalaï était politique. Ah. C'est les 2 autres qui avaient plus de l'influence militaire sur lui, et le fait que lui, Ngouabi, dans sa naïveté, ait plutôt écouté le groupe qui se constituait de l'Obumutri au lieu d'écouter la voix du PCT en tant qu'organe politique. Et chemin faisant, lorsque les Jawara se sont rendus compte qu'ils étaient fait piéger, mais ils n'ont pas hésité parce que il y avait déjà des grandes discordances au niveau du PCT, au niveau de la gestion du pays, et les Jawara, ce qu'on appelait la gauche, s'est senti trahi parce que Jawara était en même temps commissaire politique à l'armée. Donc, il a commencé à restructurer au niveau de l'armée les comités du parti en donnant des cours politiques dans les corps. Et ça a amené que la troupe respectait plus la cellule du parti que le commandement militaire. D'accord. Docteur, là, on parle beaucoup de Diawara, là. J'ai l'impression qu'on a sauté quand même une période aussi très, très mouvementée. Hein? Là, on parle de Diawara,
Mais il y a eu quand même 1970 là. Hein, je disais tantôt que Marien Ngouabi arrive au pouvoir dans une situation politique en crise quand même. Et cette crise, quand on voit bien, c'est continué jusqu'en 77, on va le voir. Mais il y a quand même 1970. Et quand je parle de 1970, ce n'est pas Diawara, mais c'est Kinganga. C'est Kinganga et l'autre, c'était Kinganga Siroko, oui, oui. Et puis Coco, c'est ça, hein? Non, mais Ikoko n'avait rien à voir avec Kinganga. Ah non, non. Mais oui, mais la période, je veux parler du coup d'État de 70 de Kinganga. Je voudrais quand même que tu essaies de nous dresser un peu ce qui s'est passé au cours de cet événement-là. Parce que le premier coup d'État, c'est quand même 70, avant d'arriver en 72 avec Diawara dont tu parles. Donc, je voulais simplement que tu reviennes quand même sur 70. Qu'est-ce qui était autour de 70 avec Kinganga? Mais n'oublions pas que le PCT a été créé le 31 décembre 1969. 69, oui. Et le coup d'État de Kinganga, c'était le 18 mars 1970. 70. Donc, quelques mois après la création du PCT. Oui, Mais mais tout le monde, expliquez-nous. tout le Expliquez-nous monde, ça. tout le monde savait que Kinganga était un homme de droite. Hmm. Et dans le système du PCT, tous n'étaient pas des hommes de gauche, donc des révolutionnaires. Yombi n'a jamais été un homme de gauche, même si ils se sont autoproclamés révolutionnaires avec Denis Sassou. Mais nous savions que l'un était agent de la CIA et l'autre agent des services français. C'est Sassou qui était Sassou et Yombi, hein, c'est ça? Oui. Et donc Kinganga, étant un homme de droite, était plus, d'un point de vue politique, proche et de Yombi et de Sassou. La preuve en est, lorsqu'il y a eu le coup d'État de Kinganga, lorsque le commando occupe la radio, mais on n'a pas vu ni Yombi, ni Sassou au combat pour neutraliser le commando de Kinganga. C'est Ange Diawara, qui était le commandant de la 3e compagnie au GAP, le groupement aéroporté, qui a sélectionné les anciens éléments de la défense civile et de la GMNR pour prendre d'assaut la radio qui était occupée par le commando de Kinganga. C'est lorsque les combats sont finis que Yombi et Sassou ont apparu devant les chaînes des journalistes pour faire semblant. Mais c'est Diawara qui avait dirigé la compagnie qui avait pris d'assaut la télévision et la radio nationale. Voilà ce qui s'est passé. Oui, dites-nous aussi, déjà Kinganga, on ne le voit pas dans le paysage politique. D'où sort-il Kinganga? D'où est-ce qu'il sort? On le voit nulle part en tant que politique, force politique en tant que telle. Hein? Qu'est-ce qu'il était même au sein de l'armée? On n'a jamais su, il n'y a jamais rien d'écrit là sur le personnage de Kinganga avant, n'est-ce pas, son coup d'État. Et Poignet, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans là? Quel rapport ils avaient là? Mais, mon cher journaliste,
le 31 juillet, ce n'est pas seulement les officiers du Nord, mais Kiganga, on ne peut pas lui refuser que c'était un bon officier militaire. Mais politiquement, il était à droite. Il était contre le communisme. Il était contre le PCT. Il était contre le drapeau rouge. Et pour ceux qui s'en souviennent, c'est le message qu'il a fait passer le jour de son coup d'État. D'accord. Puisqu'il a remis le drapeau néocolonial vert, jaune, rouge, il a remis l'hymne néocolonial, la congolaise. Voilà l'orientation politique que Kiganga voulait ramener si son coup d'État avait réussi. D'accord. Donc, ce n'est qu'après que la cohésion au sein des officiers militaires s'est brisée. Lorsque ce que Ngouabi appelait les hommes à double carapace. Oui, oui, c'est ça, on a entendu ce discours, cette rhétorique, ouais. La preuve en est que depuis 1977, il n'y a jamais eu de coup d'État au Congo. Ah, ça c'est quand même très important pour ne pas le souligner, docteur. Oui. Ceux qui faisaient les coups d'État étant parvenus à leur fin, il n'y a plus eu de coup d'État au Congo. Et ça explique a posteriori qu'eux, ils étaient à la manœuvre. Mais soyons clairs là-dessus. Je pense que là, le Congo est arrivé au moment où il faut même écrire l'histoire présente, là. Hein? Bon, ces personnes-là, il faut les nommer. Et là, je pense bien qu'il y a l'actuel président des 40 au pouvoir, M. Denis Sassou Nguesso, qui est aussi dans ce groupe autour de Marien Ngouabi. Et même les images qui existent, on voit bien sa complicité avec Marien Ngouabi aussi. Donc, quand vous dites depuis 1977, il n'y a plus eu de coup d'État, mais c'est pour montrer à la conscience des auditeurs et des Congolais fondamentalement la place tout à fait particulière qu'a occupée Denis Sassou Nguesso dans l'histoire du Congo, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs aussi. Hein? Mais le cafard, on a beau le saupoudrer avec de la farine, mais sera toujours reconnu par le coq. Hein? Ça, c'est clair. Donc, ceux qui ne veulent pas comprendre et qui se mettent des oreillères pour ne pas entendre, ça, c'est leur problème. Mais la vérité est celle-là. Depuis que Sassou avait pris le pouvoir, il n'y a jamais eu de coup d'État jusqu'à ce que les élections, d'après la conférence nationale, le peuple congolais a fait élire Pascal Lissouba. Et c'est le même Sassou qui fera le coup d'État en 1997. Chasse le naturel, il revient au galop. Nous on va y revenir, docteur. Revenons un peu là. On a terminé 70 avec Kiganga, qui était accompagné par d'autres officiers de la trempe de Poignet-Augustin quand même, qui était un gros officier, d'ailleurs en charge de la défense aussi là-dedans. On aimerait peut-être que tu dises quelque chose de comment ils se sont mis ensemble. Et puis, bon, quand on revient sur ce que tu disais sur Ange Diawara. Mais vous savez, l'option politique d'un homme, c'est ça qui reflète sa tendance à vivre. Que ce soit mon doyen Poignet, que ce soit
et Kiganga, ils étaient tous des hommes de droite. Et lorsque, philosophiquement, politiquement, donc, on est proche, mais les alliances se font plus facilement. Donc, il fallait pour eux en découdre avec ceux qui prônaient le communisme, ceux qui prônaient la révolution socialiste. C'est ça le problème. En dehors de leur qualité, que ce soit le vieux Poignet, que ce soit Kiganga, en tant que bon officier, mais politiquement, ils étaient à l'opposé de la tendance qui régnait au Congo, qui était celle de la révolution populaire. Cela n'est pas exagéré dans la mesure où, que ce soit au niveau des populations, que ce soit au niveau de ceux qui ont conçu et créé le PCT, mais cette dichotomie existait. Il y a des gens qui étaient au PCT qui n'avaient rien à voir avec l'option socialiste, avec la philosophie marxiste-léniniste. Ils étaient là par opportunisme. Et avec la participation... Docteur, quand vous dites c'était là par opportunisme, parce que c'est important ça aussi, aucune conscience de l'orientation idéologique, on est là par opportunisme. Et puis j'en suis à me demander en parlant de Denis Sassou Nguesso, en effet, qui était, n'est-ce pas, dans le groupe des personnes qui parlaient quand même socialisme, il faut le dire de cette manière-là. Et en tout temps, vous nous avez dit que, ben oui, si Yombi était du côté recruté par la CIA, Sassou Nguesso l'était par la France en tant qu'agent de la France. Mais la France est capitaliste. Pourquoi avoir, n'est-ce pas, choisi un communiste, entre guillemets, comme Sassou Nguesso pour faire ce que la France a fait au Congo-Brazzaville, plutôt que de prendre une personne clairement de droite? Mais je veux apporter une lumière. Ce n'est pas après 1963 que ces officiers ont été recrutés. Ils ont été recrutés bien avant. Ah, d'accord. Et le cas de Denis Sassou, c'est que Lunda Jean-Baptiste, qui était le chef du renseignement au niveau de la défense civile, qui avait découvert qu'il était un agent de la DGCE, de la DGCE française. Et Lunda en a payé jusqu'à sa mort, parce que Sassou, comme il est rancunier, il ne l'a jamais pardonné. Ah ouais? Il n'a jamais pardonné à Lunda, Jean-Baptiste. Donc, ce n'est pas après 1963 qu'ils ont été recrutés, mais c'est avant. Et Sassou a été recruté lorsqu'il est venu en France pour le stage d'application. Il était pour un stage d'application. Parce que quand on regarde très bien, Marien Ngouabi, lui, après la Centrafrique, je pense, il est passé au Cameroun et ensuite il est allé à l'école préparatoire militaire de Strasbourg et aussi à Kouet-Kidan, aussi à l'école interarmes de Kouet-Kidan. Donc, il a eu quand même beaucoup plus, une formation beaucoup plus assise en France que l'a fait Denis Sassou Nguesso. Oui, il n'a passé qu'un stage d'application. Ah, d'accord. Et donc, quand je disais que Maradona
Mais parce que Sassou Denis, par ses dribbles, a non seulement dribblé les Congolais, mais il a aussi dribblé ceux qui croyaient à la révolution populaire du Congo, c'est-à-dire les pays socialistes. Il s'est créé personnellement beaucoup de relations avec les chefs des services de sécurité et d'Allemagne de l'Est et de Cuba et de l'ancienne Union soviétique. Par cette capacité de dédoublement qu'il avait. Et c'est avec le temps que les uns et les autres ont découvert ces dribbles. Et la dernière fois, pour ceux qui ont suivi le voyage de la réunion qui avait eu Congo et je dis Russie, Afrique à Sochi, Oui. bon, les images sont parlantes, je n'ai pas envie d'y revenir. Non. Bon, je veux revenir quand même sur... c'est le personnage de Marien Ngouabi quand même qu'il faut bien cerner durant sa législature. Un personnage quand même aussi, on a parlé de la controverse quand nous avons abordé l'abbé Fulbert Youlou. Mais il y a de la controverse aussi dans Marien Ngouabi, dans ce sens que, bon, d'accord, vous l'avez dit, hein, il était naïf, bon, il voulait apprendre et également, bon, il était assiégé par le groupe de personnes fondées sur la tribu ou l'ethnie desquelles on a trouvé Yombi Opango, Sassou Nguesso et certainement d'autres personnes, même en politique, Noumanzala, vous l'avez mentionné. Mais c'est une personne qui était patriote, vous l'avez dit également. Mais alors ce positionnement-là, de vouloir pratiquer un patriotisme avec autour de lui des gens qu'il savait très, très, très bien qu'ils étaient toxiques, mais qu'il a promu quand même. Sassou Nguesso est devenu, je crois, ministre de la Défense et en charge des services secrets à partir de 1975, à moins que je me trompe, pour que 2 ans seulement après, voir mourir, n'est-ce pas, son mentor. Donc, c'est ça. Les actions de Ngouabi, c'était la révolution aussi. Bon, les Congolais se souviendront quand même que quand Ngouabi descendait à l'hôtel de ville de Paris, c'est des discours fleuves qu'il faisait parfois sans un papier à la main, quand même. Et on montrait quand même que là, la capacité d'analyse dont vous l'avez refusé un peu au départ, là, mais tenir des discours et dire des choses, c'était quand même quelque chose, non, docteur Nzabana? J'insiste sur la naïveté de Marien Ngouabi parce que le gouvernement sous le président Youlou était représentatif des communautés, des principales communautés de notre patrie, de notre pays. Au temps de Massa Madeba, c'était la même chose. Je me rappelle de nos doyens, Babakas. Et Bouka Babakas, ouais. Comment on appelle, le ministre de la Santé, c'était le vieux Ngaliba. Mais il y avait aussi, en dehors d'eux qui étaient de la cuvette, il y avait des ministres d'autres régions. Mais lorsque on arrive à Ngouabi, lorsque commence à se mettre en place l'obimétrie, on a vu une présence prépondérante dans les institutions, dans l'armée, dans la justice, dans la diplomatie, dans les secteurs économiques.
quelquefois des nominations qui n'avaient rien à voir avec la capacité de connaissance de ceux qu'on nommait, mais tout simplement parce qu'il y avait l'appartenance tribale et ethnique. C'est ça. On dira pas quand même, docteur, que durant cette législature de Marien Ngouabi, il n'y avait pas des cadres de la partie méridionale, du sud, qui étaient au pouvoir. On connaît des noms, les Tister Chikaya, les Ange-Édouard Pongui. On peut en multiplier des exemples, non? Mais quand on parle de l'obimétrie, Oui. l'obimétrie, c'est le centre de décision. Le centre du pouvoir. Ouais. C'est le centre du pouvoir. Les autres, c'est la cooptation. D'accord, c'est très. C'est-à-dire, très bien. pour colorer le caractère nationaliste général, et on cooptait des gens de telle sorte que ça puisse paraître acceptable. La preuve en est, à la mort de Ngouabi, si on respectait les textes en vigueur, c'est Tisser Chikaya. Chikaya, très bien, absolument. Mais ça n'a pas été le cas. Et c'est là où nous devons être objectifs, ne pas y mettre de la passion, mais observer de telle sorte que nous puissions parvenir un jour à libérer notre pays de l'emprise du tribalisme. Parce que si Ngouabi n'était pas naïf, il n'aurait pas laissé faire pour mettre en place l'obimétrie, qui, elle, obimétrie, la première victime a été lui-même Marien Ngouabi. Parce que personne n'oublie, mieux vaut sacrifier un couillou que perdre le pouvoir. Cela a été dit haut et fort. Et entendu. Et cela a été entendu. Et ces frustrations existent jusqu'aujourd'hui. Et aussi forte entre la tribu Kouyou et la tribu Moshi. Les Kouyou n'oublieront jamais, jamais, jamais ce qu'on a fait à Marien Ngouabi et jamais ce qu'on a fait à Anga. À Pierre Anga surtout, oui, oui, absolument. Si Marien Ngouabi a été assassiné seul, mais pour le cas de Anga, il y a beaucoup de victimes innocentes qui sont tombées à Ikonongo et à Ouando. Donc ce sont des frustrations qu'il faudra gérer un jour, comme avec les frustrations et les crimes au niveau de la région du Poul, au niveau de la région de la Lékoumou, du Niari et de la Lékoumou. Ça, ce sont des frustrations qu'il faudra expliquer, parce qu'il ne peut pas y avoir de paix s'il n'y a pas de justice. Très bien, mais c'est ça. Bon, nous parlons de Marien Ngouabi, donc on a traversé, mais vous avez été pas seulement un témoin, vous avez été aussi un acteur des actes politiques qui ont été posés au Congo-Brazzaville dans la défense d'un certain nombre d'idéaux, et évidemment qu'on a du mal, évidemment, à faire respecter. Le M22, vous connaissez très très bien. Vous avez parlé parlez-nous un peu, faites-nous rentrer un peu dans ce mouvement-là. Faites-nous rentrer dans ce mouvement. Comment s'est créé le maquis, au fond? Est-ce que Diawara n'a pas parlé à Ngouabi?
ils étaient quand même, s'il allait faire le pied de grue chez Diawara pour lire un peu les statuts qu'il venait de créer, c'est quand même qu'ils s'entendaient très, très, très bien. C'était des révolutionnaires. Les images de l'histoire du Congo le montrent à suffisance. Comment ils n'ont pas pu s'entendre à ce niveau-là? Parlez-nous un peu du M22. Comment ça s'est constitué? Comment ils sont allés dans le maquis? Et puis aussi, comment ils sont retrouvés à Kinshasa? Comment s'est fait la livraison à Brazzaville? Les Congolais ont besoin de comprendre un peu finalement ce mouvement-là. Dans les grandes lignes, bien évidemment, on n'a pas le temps de rassasier tout, mais dans les grandes lignes du moins. Mais dans les grandes lignes, celui qui vous parle a été témoin d'un débat houleux lorsque nous sommes revenus de Cuba en 1969 sur le fait d'avoir pris les armes de la défense civile en les remettant à l'armée néocoloniale. Il y avait Ange Diawara, il y avait Matou Pampolo. Matou Pampolo, oui. Et nous qui étions venus de Cuba, il y avait le commandant adjoint Malamou, paix à son âme. Il y avait Balosantari Belos, paix à son âme. Et il y avait moi. Nous, on était opposés à rentrer au PCT. Non seulement parce que nous connaissions les gens, les personnes, les officiers qui nous avaient combattus en tant que GMNR et défense civile, qui étaient nombreux dans le système qui devait être au PCT. Et Ange nous a dit, c'est un problème de survie. Le jour que je me rendrai compte que les officiers, les camarades avec lesquels nous créons le parti trahissent la révolution, je n'aurai pas besoin de vous demander la permission pour faire ce que je dois faire. Ça, c'est Diawara qui vous dit ça. En 1969, donc, pendant qu'on était dans les préparations du congrès du PCT, et pour ceux qui ont la suite dans les idées, et 2 ans après, quand il s'est rendu compte que les autres les avaient trahis, par rapport à la révolution, j'ai dit, par rapport au principe du parti qu'ils avaient créé. Et il n'a pas demandé l'autorisation à quelqu'un, c'est ceux qui ont voulu adhérer à cette option qui ont accepté. Et beaucoup de jeunes des lycées, de l'université, de l'armée et des quartiers populaires n'ont connu le maquis qu'après la diffusion du manuscrit autocritique du M22. C'est en lisant le manuscrit qu'ils ont compris beaucoup de choses qu'ils ne comprenaient pas avant. Et pourquoi Diawara avait tenté de reprendre le pouvoir le 22 février 1972. Donc, c'est pour dire, ce document-là est une preuve encore de la capacité d'analyse de Diawara avec Ikoko, puisque ce document de l'autocritique est signé de Diawara Ange Bidier, de Jean-Baptiste Ikoko, de Luka et de Bakekolo. Et c'est à partir de la diffusion de ce document que beaucoup de jeunes ont adhéré au maquis. Voilà. Le
le groupe de maquisards, là, le M22, mais on sent quand même qu'il y avait une polarisation ethnique là aussi, non, docteur? Est-ce que je me trompe? Hein? C'était des gens du Sud seulement qui étaient dans le maquis. Ah, mais ça, c'est vous qui le dites, hein? Ah oui, non, mais je suis naïveté. Bon, mais je le dis comme ça, j'ai comme l'impression. Et à ce que je sache, s'il a existé au Congo un mouvement de contestation qui n'eut pas des origines d'appartenance régionale, tribale ou ethnique, c'est bien le M22. Parce que j'en sais quelque chose. Jean-Baptiste Ikoko, il est Makwa. Okay. Oluka, il est Kouyou. OK. Et beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés en prison, que ce soit Ebundi, que ce soit Mokonzi Mobe, que ce soit Swami. Si Swami est décédé, Mokonzi Mobe, il est vivant, et Bundi Pierre, il est Pierre vivant. Ebundi est vivant également. Hein? Il est vivant, mais ils ne sont pas de la région d'origine de Diawara. D'accord, mais autant pour moi. J'ai tout faux. Ben, c'est ça qu'on voulait faire savoir également. Voilà. Et aujourd'hui, parmi ceux qui sont vivants, il y a Atondi Momondjolekas, qui est un fervent défenseur du maquis, des idées de l'autocritique M22, il est Kouyou. Les Mwamba Kossi, il est Bébé. On ne peut pas tous les citer parce que... Non, non, mais ça y est, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Ils sont nombreux. Donc, bon, moi, je ne parle pas de moi parce que je suis peut-être une exception de notre pays. Je suis d'une famille issue d'un mariage mixte. Voilà. Bon, donc, par humilité, je ne peux pas parler de moi. Donc, bon, docteur Nzabana, la période du M22 est très importante là. Les raisons du coup d'État de Diawara, c'est quoi précisément? Mais les raisons profondes du coup d'État, c'est l'accaparement du pouvoir par l'obimitrie, les décisions qui étaient prises au niveau du comité central du PCT, qui étaient des résolutions en faveur du développement du pays, en faveur des populations, trouvaient leur non-application par l'obimitrie. Et c'est ce qui a fait que Diawara et ses amis et ses camarades politiques et idéologiques ont pensé que Marien Ngouabi, par sa naïveté, a mis en cause le processus révolutionnaire qui avait été créé avec le PCT. Parce que le comité central prenait de bonnes décisions, mais au niveau du gouvernement, il n'y avait pas l'applicabilité. Et c'est ce qui a fait qu'on en arrive au coup d'État. Et ceux qui se rappellent, quand Ngouabi se rend compte que c'était les plus honnêtes, que c'était les plus révolutionnaires, c'était les plus progressistes qu'on avait écartés du PCT, il a cherché à se rattraper en convoquant une conférence en 1973, à laquelle avaient participé des nouvelles personnes qui sont venues de front.
Je parle de Maître Martin Mbemba, je parle de Jean-François Opa, et ceux qui se rappellent le discours qu'ils ont fait à la conférence nationale, libérer Damba et Ninel, libérer Damba et Ninel, libérer Damba et Ninel. C'est-à-dire que Gwabi s'est senti dépourvu de l'aile progressiste et révolutionnaire du PCT. D'accord, ok, mais très bien. Bon, écoutez, docteur, on va s'arrêter. Je pense que sur la législature Marien Gwabi, on va prendre 2 séances là-dessus. Il y a des choses très, très importantes à dire, mais le temps qui nous reste imparti ne permettra pas qu'on aille en profondeur là-dessus, et on aura besoin de bien comprendre cela pour la suite de l'histoire du Congo, dont on a dit que cette période-là est pionnière et très fondamentale pour comprendre un peu l'état de notre pays aujourd'hui. Merci d'avoir été là et merci surtout de nous apporter ces lumières dont les générations futures auront besoin. Et nous serons donc au bonheur de vous recevoir encore à notre antenne, tout en remerciant toutes ces personnes, les internautes qui nous regardent assez régulièrement sur notre chaîne TLR TV. Merci, Dr Alexandre Nzabana, et au plaisir de vous retrouver la prochaine fois. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup.